Et donc, pour aujourd'hui, au programme, on a d'abord le docteur Yousra Kerabi, qui travaille en maladie infectieuse à Bichat dans le service du professeur Yazdan Pana, et qui est très investie dans la tuberculose. Elle, d'ailleurs, elle revient d'une mobilité, la Bethesda, aux États-Unis, où elle a beaucoup travaillé sur la tuberculose. Et donc, elle va nous partager son expérience. Et ensuite, ce sera Mathieu Laforie qu'on vous présentera tout à l'heure entre les deux topos. À toi, Yousra, et merci d'avoir accepté le challenge. Merci beaucoup Pierre pour l'introduction, merci beaucoup Cossim, merci beaucoup Bernard. Bonjour à toutes et à tous, merci de vous être connectés aussi nombreux. Cher Cossi, chers membres de la SEBEPIT, chers membres de la SAPI, chers amis, chers collègues, au nom de la SPILF et je peux dire du CEMIT, c'est pour moi à la fois un plaisir et un honneur d'être parmi vous aujourd'hui et on va parler de tuberculose pendant environ une trentaine de minutes. Je laisserai un petit peu de temps pour les questions à la fin. Et vraiment, l'idée de cette présentation, c'est de voir ensemble les quelques nouveautés sur la tuberculose en 2025 d'un point de vue très pratico-pratique. Et donc, je vais essayer de vous donner les quelques nouveaux points qui peuvent changer la prise en charge des patients atteints de tuberculose dans votre pratique quotidienne. Et donc, au menu aujourd'hui, on va se faire un petit point flash sur l'épidémiologie de la tuberculose dans le monde et en Afrique en particulier. On va ensuite voir ensemble les quelques nouveaux papiers qui peuvent être des ressources dans la prise en charge quotidienne des patients atteints de tuberculose sensible. Et enfin, on va parler de tuberculose résistante, car c'est là qu'il y a eu le plus de changements sur les dernières années. Donc, on va voir qu'il y a eu de nouvelles définitions, de nouvelles recommandations, mais aussi de nouveaux défis à relever. Donc on commence par un petit point flash épidémio. Chaque année, comme vous le savez, l'OMS publie le Global TB Report. On n'a pas encore celui de 2025, mais il va sortir dans quelques semaines. Dans le Global TB Report de 2024, qui porte sur les données de 2023, eh bien, près de 11 millions de nouveaux cas de tuberculose ont été diagnostiqués en 2023 dans le monde. Le nombre de cas diminué jusqu'en 2022. Et là, en 2022 et 2023, on a assisté à un pic historique du nombre de nouveaux cas de tuberculose, qui est en fait probablement le reflet d'un rattrapage des diagnostics post-période Covid. Qui sont les pays où il y a le plus de tuberculose dans le monde? Eh bien, 8 pays concentrent 2 tiers des cas incidents de tuberculose dans le monde. C'est d'abord l'Asie, avec le Pakistan, l'Inde, l'Indonésie, la Chine, le Bangladesh, les Philippines, mais aussi l'Afrique, avec 2 grands pays, le Nigeria et la République démocratique du Congo, qui font partie de ces 8 pays qui concentrent plus de 2 tiers des cas incidents de tuberculose. L'Afrique, c'est aussi malheureusement une belle représentation dans les pays avec les plus forts taux de tuberculose et les plus forts fardeaux de tuberculose. Vous voyez ici les pays contenus dans l'espace délimité en rouge. On a par exemple le Gabon, le Congo. Les pays avec les plus forts fardeaux de co-infection de tuberculose et VIH. Vous voyez ici dans l'espace délimité en jaune, par exemple la RDC, l'Afrique du Sud, la Zambie et les pays avec les plus forts fardeaux de tuberculose résistante. Vous voyez ici, dans l'espace délimité en bleu, par exemple, la Somalie ou encore le Zimbabwe. Mais la zone OMS Afrique a fait beaucoup de progrès sur les 10 dernières années. C'est la zone OMS avec la plus belle baisse de nombre de décès liés à la tuberculose, moins 42% depuis 2015. Donc on est vraiment sur la bonne pente. Alors, on va commencer par quelques nouveautés sur la tuberculose sensible. Vous le savez, le traitement et les recommandations de traitement n'ont pas beaucoup changé sur les dernières années, mais je vais vous partager un petit peu les scoops des nouvelles recommandations françaises qui vont sortir dans quelques semaines. Et donc, à l'heure où je vous parle, en France, et c'est probablement aussi le cas dans vos pays respectifs, pour faire le diagnostic d'une tuberculose maladie chez un patient qui tousse, on va faire ce qu'on appelle 3 BK crachats, c'est-à-dire 3 examens mycobactériologiques, des crachats, 3 jours de suite à jeun. Donc, c'est relativement contraignant. Et les nouvelles recommandations proposent désormais de ne pas s'encombrer de ces 3 BK crachats 3 jours de suite en plus à jeun, mais plutôt de faire 2 BK crachats le même jour, d'une bonne quantité, c'est-à-dire de 3 millilitres minimum idéalement, que ce soit à jeun ou pas.
Et ce changement de paradigme, parce que c'est un changement de paradigme, repose sur des études robustes. Il a été démontré que l'apport du troisième bêta-crachat a un rendement supplémentaire de sensibilité très limité, de 2 à 7%, selon les études dont je vous ai mis les références, et que le fait d'étaler les crachats sur plusieurs jours, ça n'augmente pas la sensibilité de la technique. Et enfin, le fait de faire le crachat à jeun, ça n'augmente pas la sensibilité de la technique. Une autre chose essentielle, c'est que l'OMS, dans le Global TB Report de 2024, nous a fait la liste de 5 facteurs de risque majeurs de la tuberculose. Le plus important, c'est la malnutrition. Ensuite, on a le mésusage de l'alcool. Ensuite, le tabagisme. Seulement en quatrième position, la co-infection par le VIH. Et enfin, le diabète. Sur la base de ces constatations, en France, dans nos nouvelles recommandations qui sont à paraître, il sera recommandé de rechercher systématiquement ces facteurs de risque et en particulier rechercher systématiquement devant un cas de tuberculose, une infection par le VIH et un diabète. Ensuite, pour finir sur les scoops de la tuberculose sensible, je vous propose très rapidement la lecture de 2 papiers qui sont, à mon sens, à ne surtout pas rater. Ce premier papier, c'est un papier en open access que vous pouvez consulter directement en flashant dès maintenant le QR code. C'est un papier best-of qui résume plus de 150 références de papiers qui rapportent des nouveautés dans la tuberculose, mais aussi dans le traitement et la prise en charge des mycobactéries non tuberculeuses. Il est très bien fait par l'équipe de TBNet, il est très facile à lire. Je vous recommande vivement de le télécharger, il est vraiment en open access. En flashant le QR code, vous y avez accès immédiatement. Et le deuxième papier que je voulais vous partager, c'est ce papier sur les nouveau-nés de mères infectées par la tuberculose qui vous propose des algorithmes de décision très pratiques et très pragmatiques que vous pouvez utiliser vraiment en consultation au lit du malade. Donc, je vous recommande de télécharger et de l'avoir dans votre poche si jamais vous avez une question sur nouveau-né d'une mère atteinte de tuberculose. Donc, je ferme le chapitre de la tuberculose sensible. On va maintenant parler de tuberculose résistante. Et pourquoi c'est important de parler de tuberculose résistante aujourd'hui? Eh bien, parce que depuis l'été 2024, Mycobacterium tuberculosis résistant à la rifampicine a fait une entrée fracassante dans la liste des pathogènes prioritaires de l'OMS. Non seulement il a fait une entrée fracassante dans ce club très très fermé, mais il l'a rejoint à la première place, c'est-à-dire à la catégorie de priorité de niveau 1, c'est-à-dire des germes à priorité critique, aux côtés de germes que l'on connaît déjà tous très bien, comme les entérobactéries résistantes au carbapénème, les entérobactéries résistantes aux céphalosporines de troisième génération et Acinetobacter baumannii résistant au carbapénème. Donc une entrée fracassante qui fait que l'on mérite de s'y pencher pendant une vingtaine de minutes aujourd'hui, tous ensemble. Tout à l'heure, je vous ai montré le chiffre des 11 millions de nouveaux cas par an de tuberculose dans le monde. En 2023, encore un autre chiffre que je trouve important, on a eu 1,3 million de morts de tuberculose dans le monde. Donc ça veut dire qu'il y a plus de 10% de mortalité. On n'en a pas beaucoup, des maladies infectieuses avec 10% de mortalité, alors qu'on a un traitement efficace disponible à peu près partout dans tous les pays du monde. Et enfin, ce qui nous intéresse maintenant, c'est sur la partie droite de la diapositive. On a eu en 2023 400 000 nouveaux cas de tuberculose résistante à la rifampicine ou MDR. MDR, ça veut dire quoi? C'est les initiales de Multi-Drug Resistant et ça veut dire une souche qui est résistante à la fois à la rifampicine et à l'isoniazide, qui sont les 2 antituberculeux majeurs qu'on utilise dans le traitement des tuberculoses sensibles. Et pour que ce soit plus visuel, je vous montre une autre carte que j'aime bien, parce qu'elle vous donne les 5 pays qui concentrent plus de 50% des nouveaux cas de tuberculose, ou résistants à la rifampicine seulement, ou MDR, donc résistants à la rifampicine et à l'isoniazide. Vous verrez que dans la suite du topo, je regrouperai souvent résistants à la rifampicine et résistants à la rifampicine et à l'isoniazide parce que c'est à peu près la même épidémiologie et les mêmes conséquences en termes thérapeutiques. Donc vous voyez sur cette carte que ces pays qui concentrent
plus de 50% des cas incidents de tuberculose résistant à la rifampicine et résistant à la rifampicine et à l'isoniazide, ce sont l'Inde, la Chine, les Philippines, l'Indonésie, qu'on retrouvait déjà dans la carte que je vous ai montrée tout à l'heure, qui regardait l'incidence de la tuberculose tout venant, auquel vient s'ajouter ici, sur cette carte, la Fédération de Russie. Et l'Afrique n'est malheureusement pas en reste. Vous voyez qu'il y a plusieurs pays où il y a plusieurs milliers de nouveaux cas par an, malheureusement, de tuberculose au moins résistante à la rifampicine. Si on reprend ce chiffre donc de 400 000 nouveaux cas de tuberculose MDR dans le monde en 2023, seulement 44% d'entre eux ont été traités, ce qui correspond à 176 000 patients. Vous voyez qu'il y a un grand écart entre les 400 000 patients diagnostiqués et 176 000 traités. Parmi les cas traités, 68% sont guéris, ce qui correspond à peu près à 120 000 patients. Donc vous voyez qu'on passe de 400 000 malades atteints à 120 000 patients qu'on va réussir à traiter correctement, ce qui montre qu'il y a encore beaucoup de défis à relever. Mais ce n'est pas hors de portée et on va le voir dans les prochaines diapositives. Donc là, c'était le petit point épidémiologie. Et comme vous le savez peut-être tous, en 2021, l'OMS a mis en place de nouvelles définitions de la tuberculose résistante. On l'a dit tout à l'heure, et ça n'a pas changé sur les dernières années, lorsqu'une souche de tuberculose est résistante à la fois à la rifampicine et à l'isoniazide, on parle de tuberculose multirésistante ou MDR. Lorsqu'on ne peut pas utiliser la rifampicine, on peut toujours utiliser une classe d'antibiotiques de secours, les fluoroquinolones, qui sont parmi les molécules les plus efficaces parmi les antibiotiques de seconde ligne actuellement à notre disposition pour traiter les tuberculoses résistantes. En janvier 2021, l'OMS a dit « Ok, on doit définir ces tuberculoses résistantes qui sont à la fois résistantes à la rifampicine ou MDR et résistantes au fluoroquinolone. On va les appeler les tuberculoses pré-XDR. C'est un premier pas vers une souche qui est grave parce qu'on ne peut pas utiliser ce premier antituberculeux de seconde ligne que sont les fluoroquinolones. Et ce n'est pas le seul changement majeur apporté par l'OMS en 2021. Avant 2021, la tuberculose XDR, elle était définie comme une tuberculose MDR, résistante donc aux quinolones et résistante aux antibiotiques injectables de seconde ligne, appartenant à la classe des aminosides qui, comme vous le savez, sont très compliqués à administrer par voie intraveineuse et en plus très toxiques pour l'audition et la fonction rénale. Ces dernières années, deux antibiotiques ont supplanté les aminosides dans le traitement de la tuberculose MDR car ils sont plus efficaces que les aminosides, ils sont plus faciles à administrer puisqu'ils se prennent par voie orale et ils sont globalement moins toxiques. Ces deux antibiotiques sont le linezolide et la bédaquiline. En 2018, l'OMS a déclassé les aminosides dans ses recommandations et les a relégués comme des molécules de troisième choix au profit de la bédaquiline et du linezolide. Et donc, puisque les aminosides ont perdu leur place de game changer dans le traitement de la tuberculose résistante, il était logique que la définition de la tuberculose XDR repose désormais sur la résistance à la bédaquiline et au linezolide, c'est-à-dire aux deux antibiotiques qui finalement comptent vraiment. Donc, depuis 2021, la tuberculose XDR est définie comme une tuberculose pré-XDR, c'est-à-dire résistante à la rifampicine, au fluoroquinolone, et résistante soit au linezolide, soit à la bédaquiline, soit aux deux. Donc là, on a vu les définitions, on a vu pourquoi elles ont changé, et donc ça nous sert de bonne base pour pouvoir parler des nouvelles recommandations de traitement émises en 2022 par l'OMS et modifiées récemment. Et là, on va parler uniquement des cas de tuberculose pulmonaire. Je ne vais pas rentrer dans les détails du traitement des tuberculoses extrapulmonaires. Et donc, on va faire un petit focus sur ce qui se passait avant 2022. Avant 2022, les traitements recommandés pour les tuberculoses résistantes étaient très longs, 9 à 12 mois en médiane pour les tuberculoses MDR, 18 mois en médiane pour les tuberculoses pré-XDR et 18 à 24 mois en médiane, voire même plus, pour les tuberculoses XDR. Avec donc des traitements compliqués, notamment les injectables, notamment les aminosides dont on a parlé tout à l'heure, et des effets secondaires très fréquents chez, en réalité, la plupart de nos patients. Donc, en 2022, l'OMS a mis à jour ses recommandations
et a mis à jour ce manuel opérationnel sur le traitement de la tuberculose pharmacorésistante, qui est disponible en français sur le site de l'OMS. Et donc l'OMS a plus particulièrement mis à jour ses recommandations de traitement de la tuberculose MDR et pré-XDR sur la base de 3 essais cliniques, le NIX-TB Trial, le The NIX-TB Trial et le TB Practical, dont je vous ai mis les références sur la partie droite de la diapositive et que vous pouvez aller consulter en open access. Et donc sur la base de ces 3 essais cliniques, l'OMS recommande des régimes oraux complètement révolutionnaires. Révolutionnaires parce que, 1, ce sont des régimes tout oraux, sans aucun injectable, et 2, ce sont des traitements courts de 6 mois, qui sont finalement en fait les mêmes durées de traitement que pour une tuberculose sensible. Et donc, sur la base de ces 3 essais cliniques, l'OMS, en 2022, a recommandé pour la tuberculose MDR le régime Bipal-M, donc un régime à base de bédaquiline, prétomanide, linezolide, moxifloxacine, pour une durée de 6 mois, un régime donc tout oral. Et pour la tuberculose pré-XDR, qui est donc par définition résistante au quinolone, le même régime mais sans la quinolone, donc bédaquiline, prétomanide et linezolide, est recommandé, et ce pour la même durée de 6 mois. Le problème, c'est que ces 2 régimes proposés, Bipal et Bipal-M, contiennent du prétomanide. Le prétomanide, on ne connaît pas les risques dans les populations exclues des essais cliniques dont je vous ai parlé tout à l'heure, et les populations exclues des essais cliniques dont je vous ai parlé tout à l'heure, c'est les femmes enceintes, les femmes allaitantes et les enfants de moins de 14 ans. Puisque ces 3 essais cliniques, NIX-TB Trial, The NIX-TB Trial et TB Practical, n'incluaient pas ces populations-là, on ne peut pas conclure sur comment dire, le côté, la tolérance et la bonne tolérance de ces molécules, et notamment du prétomanide, dans ces 3 populations-là. C'est la raison pour laquelle l'OMS a proposé une mise à jour de ses recommandations en juin 2024, en proposant d'autres régimes de 6 mois qui ne contiennent pas de prétomanide pour le traitement de la tuberculose MDR. Donc l'OMS préconise également depuis juin 2024, sur la base de l'essai clinique BIT-TB, un régime remplaçant le prétomanide par du délamanide, avec un régime bédaquiline, délamanide, linezolide, lévofloxacine pour une durée de 6 mois. Et ce régime est administrable chez les femmes enceintes, chez les femmes allaitantes et chez les enfants de moins de 14 ans. Pareil pour les tuberculoses pré-XDR, un régime remplaçant le prétomanide par le délamanide, avec un régime bédaquiline, délamanide, linezolide, clofazimine pour une durée de 6 mois. Et ce régime est encore une fois administrable chez les femmes enceintes, les femmes allaitantes et les enfants de moins de 14 ans. Et l'OMS propose également, dans la mise à jour de ses recommandations, des régimes cette fois-ci de 9 mois qui ne contiennent pas de prétomanide pour la tuberculose MDR. Sur la base de l'essai clinique NTB, publié cette année dans le New England Journal of Medicine et dont je vous recommande la lecture, l'OMS propose donc également pour la tuberculose MDR un régime bédaquiline, pyrazinamide, linezolide, moxifloxacine pour une durée de 9 mois, mais aussi un régime bédaquiline, pyrazinamide, linezolide, lévofloxacine, clofazimine pour une durée de 9 mois, et également un régime bédaquiline, pyrazinamide, linezolide, lévofloxacine et délamanide pour une durée de 9 mois. L'équipe de TBNet, dont je vous ai parlé tout à l'heure, a résumé tout ce que je viens de vous dire, c'était un peu beaucoup d'informations, sur une seule et même diapositive, qui est dans le papier best-of, dont je vous ai mis le QR code tout à l'heure. Ils ont synthétisé en fait l'état actuel des recommandations, et c'est une diapo que vous pouvez garder dans la poche, parce qu'elle résume vraiment tous les régimes qui sont recommandés par l'OMS maintenant, en fonction des différentes situations cliniques dans lesquelles vous pouvez vous trouver. Et je sais ce que vous allez me dire. Je vous ai parlé de régime de 6 mois et je vous ai aussi parlé de régime de 9 mois. Alors pourquoi on recommande des régimes de 9 mois alors qu'on recommande aussi des régimes de 6 mois? Ça n'a pas de sens, on aurait envie de traiter les malades 6 mois. Eh bien la première raison à ça, c'est qu'il faut s'adapter aux différents profils de résistance et proposer un maximum de combinaisons possibles pour un traitement sur mesure en fonction des résistances de la souche de chaque patient. Parce que le défi majeur, finalement, c'est l'émergence de résistance à plusieurs molécules clés, notamment la bédaquiline, et au premier rang desquelles la bédaquiline,
Ce papier-là, je dois dire, c'était la mauvaise nouvelle de l'année dernière dans le milieu de la tuberculose résistante. C'est une étude rétrospective longitudinale réalisée à Cape Town, en Afrique du Sud, qui montre que 47% des patients avec échec de traitement par bédaquiline ont acquis une résistance à la bédaquiline. Donc un vrai danger de l'émergence de cette résistance à la bédaquiline qui s'acquiert finalement rapidement et qui se diffuse rapidement. On va le voir dans un prochain papier, dans les prochaines diapositives. Et l'émergence de la résistance aux autres molécules qui constituent le régime BIPAL-M, comme le prétomanide par exemple, c'est également un problème en pleine expansion, avec plusieurs articles en 2023 qui ont rapporté l'émergence de souches résistantes au prétomanide. En voilà encore un autre. Pareil pour le délamanide. Et cette résistance, comme je vous le disais tout à l'heure, elle se transmet activement. Je vous recommande la lecture de ce papier sorti il y a quelques mois dans le New England, dans lequel une équipe suisse a analysé plus de 80 000 souches de Mycobacterium tuberculosis et ils se sont rendus compte qu'au moins 27 pays sur 4 continents étaient touchés par la résistance à au moins un composant du régime BIPAL-M et que un quart de ces souches résistantes à BIPAL-M étaient fortement liées entre elles génotypiquement. Donc une circulation et une transmission très importante de la résistance au nouveau régime BIPAL-M et aux différentes molécules qui composent ce régime. Donc la première raison de pourquoi recommander ces régimes de 9 mois quand on a un régime de 6 mois, on l'a vu, il faut avoir plusieurs régimes sur l'étagère à proposer à nos patients pour avoir des traitements plus ou moins sur mesure en fonction des différentes souches que nos patients portent. Et la deuxième raison, c'est qu'il faut s'adapter aux problèmes d'implémentation. Et j'entends par là, en fonction du pays où on est, on n'a pas accès à toutes les molécules et à l'antibiogramme pour toutes les molécules. On a mené une étude avec les collègues de Tibinet. On a interrogé 44 des 54 pays de la région Europe de l'OMS et on leur a demandé tout d'abord, et c'est le panel de gauche de la diapositive, est-ce que vous avez accès au régime BIPAL-M? Est-ce que vous avez accès aux molécules qui constituent ce régime? Et la réponse était que seulement la moitié des pays, on est en Europe, hein, la moitié des pays avaient accès aux 4 drogues du régime BIPAL-M, avec surtout un accès au prétomanide qui est très limité. Pour rappel, en France, on n'a pas accès au prétomanide. Il y a un statut de médicament orphelin, donc si on veut du prétomanide pour traiter un patient par BIPAL-M, on doit passer commande par exemple auprès de l'Italie. Mais en pratique, en France, on ne s'embête pas de ce genre de considération, de ce genre de commande. On a décidé de remplacer le prétomanide par le délamanide. Mais ce n'est pas vraiment le régime qui est recommandé par l'OMS. Et la deuxième question qu'on a posée à nos amis de la région OMS Europe, et c'est le panel de droite, c'est est-ce que vous pouvez tester soit génotypiquement, soit phénotypiquement la sensibilité de vos souches aux 4 molécules de BIPAL-M. Et là, la réponse était encore plus choquante. Moins de la moitié des pays de la région Europe de l'OMS est capable de tester soit génotypiquement, soit phénotypiquement la sensibilité des souches aux 4 molécules de BIPAL-M. Et c'est une vraie restriction, notamment dans l'accès au testing de la sensibilité au prétomanide. Vous voyez, 48%, c'est vraiment extrêmement peu. Donc, on a vu les défis que représente l'émergence de la résistance aux différentes molécules recommandées par l'OMS et l'implémentation imparfaite de l'accès aux molécules et au testing de sensibilité, y compris en Europe. Et il reste encore un gros défi à relever. Et ce défi majeur, c'est celui de la tuberculose XDR, nouvelle définition, qui est finalement une grande inconnue, puisqu'on a redéfini ce qu'était la tuberculose XDR il y a seulement 4 ans. Donc, il y a très peu d'études qui ont regardé quel est le réel pronostic des patients atteints de tuberculose XDR, nouvelle définition. On a réalisé l'an dernier une étude avec les réseaux européens Tibinet et ESMIC sur 16 pays de la région Europe de l'OMS, avec plus de 11 000 patients atteints de tuberculose au moins résistante à la rifampicine, avec 188 patients atteints de tuberculose XDR, nouvelle définition. On a regardé le taux de succès de traitement, ici en bleu. Euh, Vous avez les issues de traitement dites favorables pour la tuberculose résistante à la rifampicine et MDR. Et vous voyez qu'on avait 77% des patients qui avaient des issues de traitement favorables. En rouge, vous avez les issues de traitement défavorables, avec en rouge foncé 11% de mortalité. Il y avait également 4% d'échecs et 9% de perte du dû.
Pour les tuberculoses pré-XDR, donc c'est des MDR résistantes au quinolone, pour rappel, on avait en bleu 68% des patients qui avaient des issues de traitement favorables. C'est moins bien que la tuberculose MDR. Et en rouge, vous avez les issues de traitement défavorables. Donc en rouge foncé, vous voyez quand même 13% de mortalité, 11% d'échecs de traitement. C'est plus du double hein, comparé à la tuberculose MDR que vous avez juste à côté. Et 11% de perdu de vue. Et enfin, pour la tuberculose XDR, on a l'impression vraiment que ce n'est pas les mêmes graphes, hein. On a seulement 35 à 40% de succès de traitement, 21% de mortalité. Il y a quand même un malade sur 5 avec une tuberculose XDR qui finit par en décéder dans notre étude, et 37% d'échec de traitement, 13% de perdu de vue. On a également regardé la probabilité d'avoir une issue de traitement défavorable en fonction du temps et en fonction de si on est un pays à haut revenu en bleu ou à moyen revenu en rose. Et vous voyez que la probabilité d'avoir une issue de traitement défavorable en fonction du temps est plus importante dans les pays à revenu moyen comparé aux pays à revenus qui sont dits hauts, avec une vraie différence qui est statistiquement significative. Donc, les résultats importants de cette étude, c'est quoi? C'est que, seulement 40% des patients avec une tuberculose XDR ont eu des issues de traitement favorables. En vrai, c'est le même taux de guérison de la tuberculose qu'avant qu'on ait la streptomycine, qu'avant qu'on ait les antibiotiques. C'est les taux de guérison spontanée qui sont rapportés dans la littérature avant les années 40. Et la deuxième chose, c'est qu'il existe des disparités considérables dans les résultats obtenus par les patients atteints de tuberculose XDR traités dans les pays à revenus moyens versus les pays dits à revenus hauts. Voilà, là je suis consciente que j'ai bien gâté l'ambiance et je ne peux pas finir comme ça. Donc je vais vous montrer quelques slides pour vous montrer qu'il reste un peu d'espoir et qu'il faut qu'on s'accroche parce qu'on va y arriver, on va réussir à éradiquer la tuberculose. Déjà, cette slide rapide pour vous signaler qu'il y a 13 candidats vaccins pour lutter contre la tuberculose, dont un extrêmement prometteur, celui que j'ai mis en rouge, le M72, qui a fini la phase 2B, qui va bientôt entrer en phase 3. Gardez les yeux ouverts sur ce M72. Et enfin, il y a plusieurs molécules dans le pipeline, et notamment, par exemple, le Quabo-Dépista qui va rentrer en phase 3. Je vous en dis un mot parce qu'on va en entendre parler. Il a fait l'objet d'une publication l'an dernier pour apporter des résultats extrêmement encourageants dans un essai de phase 2 en combinaison avec la bédaquiline et le délamanide chez l'adulte atteint de tuberculose sensible. Et il semble que c'est une molécule extrêmement bien tolérée et en plus très bactéricide. Donc pareil, on garde un œil ouvert sur ces nouvelles molécules qui vont paver le chemin vers l'éradication de la tuberculose. Et sur ces nouvelles un petit peu plus positives, je voudrais qu'on se résume un peu les points à retenir de ces 30 minutes passées ensemble à parler de la tuberculose. Tout d'abord, il faut vraiment se méfier si on est face à un patient qui vient d'un pays à forte endémie de tuberculose MDR. Il faudra se méfier aussi s'il a une antériorité de traitement anti-tuberculose, même si vous dit qu'il a bien suivi son traitement. C'est des signaux d'alerte pour penser à une tuberculose résistante. Et il faut se méfier, bien sûr, si les cas contacts d'une tuberculose documentée résistante. On a vu ensemble sur différentes publications que les souches résistantes, elles circulaient beaucoup. Ensuite, il faut bien se rappeler que maintenant, on a un traitement tout oral pour presque toutes les tuberculoses résistantes, et je parle surtout des tuberculoses pulmonaires, avec notamment le régime chef de file Bipal-M, qui n'est pas disponible malheureusement partout, y compris en Europe. Et je vous dis, pour presque toutes les tuberculoses résistantes, parce qu'il y a bien sûr l'émergence des résistances aux nouvelles molécules, les problèmes d'accès aux molécules en elles-mêmes et au testing de sensibilité, et puis bien sûr, attention à la tuberculose XDR, qui malgré des traitements actuellement vraiment disponibles dans la plupart des pays, continue de tuer malheureusement un malade sur 5, et notamment en Europe. Donc, pour finir, quelques ressources pratiques. En France, on a une RCP pour les patients atteints de tuberculose résistante. C'est une RCP nationale. On discute tous les cas de tuberculose résistante ou complexe. N'hésitez pas à me dire dans le chat si vous avez également ce genre de RCP dans vos pays respectifs. Une autre source que je peux partager avec vous, c'est le handbook qu'on a écrit avec le groupe de travail Better, qui est complètement gratuit, que vous pouvez vraiment récupérer en flashant le QR code ou en cliquant sur le lien de la présentation que je mettrai à disposition, et qui est vraiment conçu comme un outil pratique où vous trouverez un algorithme décisionnel quand notre malade peut pas bénéficier, par exemple, de Bipal-M et qu'il a des résistances surajoutées.
Donc, c'est un guide très pratique à garder dans sa poche. Et puis surtout, l'OMS, c'est avant tout sur ça qu'il faut se reposer. L'OMS publie régulièrement de nouvelles recommandations de traitement. Et on n'est pas à l'abri de mises à jour très prochaines. Donc, gardez un œil ouvert sur les recos de l'OMS. Et je vous remercie de votre attention. N'hésitez pas si vous avez des questions, des idées de collaboration. Merci beaucoup, Yousra. C'était parfait. Tu nous laisses un petit peu de temps pour des échanges. Alors, je viens de relancer justement dans le chat là parce que pour l'instant, tu n'as pas de questions. Il y a quelqu'un qui demande si on pourra avoir les présentations à la fin, si on pourra diffuser ton Complètement, diaporama. bien sûr, complètement. De même l'enregistrement, hein. Elle comme Mathieu ont autorisé. Alors, Bonjour. ok, allez-y, on vous écoute. Bonjour, j'étais en train d'écrire dans le chat, mais bon, du coup, je vais essayer de poser mes 2 questions. Là, vous veniez de dire, en fait, pour ces patients à risque, en fait, de souches MDR qui ont eu des traitements anti-BK classiques qui existent en France, hein, est-ce qu'il faut d'emblée, par exemple, on probabilise, envisager d'emblée le traitement de deuxième intention? Ou est-ce qu'on doit quand même commencer par le traitement classique et au vu de l'antibiogramme qui sortira bien après, changer notre fusil d'épaule? Parce que nous, on a eu par exemple le cas récemment dans le service, un patient qui a eu une tuberculose il y a 4 ans, bien traité, il a bien pris, mais une souche qui s'est révélée être pas MDR, hein, mais plutôt résistante à l'isoniazide et à l'éthambutol. Donc on a dû changer notre fusil d'épaule. Donc pour ces patients-là, est-ce qu'il faut envisager d'emblée le traitement en fait de deuxième intention? C'est ça ma question, Merci pour ma beaucoup première pour question. votre question. Vous êtes dans quel pays? Alors moi, je suis en France, je suis en Charente, voilà, donc on a eu un patient comme ça. D'accord. Bah, en France, en règle générale, ce qui est recommandé encore à l'heure actuelle et qui va continuer à être recommandé dans les prochaines recommandations, c'est vraiment d'attendre d'avoir les résultats de résistance qui sont finalement très rapides, hein, puisque pour rappel, en France, quand on a par exemple un examen direct qui est positif, on fait un test de génomique, en fait, de diagnostic rapide qui répond en fait à deux questions. Est-ce que c'est bien du Mycobacterium tuberculosis et pas une autre mycobactérie, par exemple? Et deux, est-ce que cette mycobactérie est sensible à la rifampicine ou pas, en regardant l'amplification du gène RPOB? Donc normalement, en France, on n'est jamais dans la situation où on démarre un traitement de seconde ligne en probabiliste, puisqu'on a accès assez facilement aux tests d'amplification génique. Et bien sûr, D'accord, ça, ce sont des discussions à avoir aussi avec le CNA Mycobactéries qu'il faut solliciter pour tous les cas en fait complexes, pas forcément MDR, hein, mais complexes de tuberculose où il y a des enjeux diagnostiques et thérapeutiques comme le cas que vous me décrivez. OK, très bien. Yousra, Et dans juste, les si je penche Pardon, on va essayer de prendre les questions une par une parce qu'il y en a quelques-unes. Est-ce qu'il y a un intervalle prédéfini pour faire les prélèvements de crachat le même jour ou on peut faire dans la foulée? Non, dans la foulée, je ne crois pas qu'il y ait de notes comme ça dans les nouvelles recommandations à vérifier après publication de celle-ci, mais en tout cas dans les études, il n'y a pas de délai recommandé. Donc on peut donner d'emblée dès l'arrivée de crachoir au patient et lui dire de cracher, mais l'important c'est vraiment qu'il crache ce qu'il a dans les poumons et pas des crachats salivaires. C'est surtout ça qui va changer la sensibilité de l'examen. Ok. Et ça colle aussi avec une des questions qui était où est-ce qu'on peut récupérer ces recommandations? En fait, elles ne sont pas publiées encore. Ce que vous a dit Yousra est parfaitement exact, mais pour l'instant, on n'a pas finalisé l'écriture. Dans les autres questions, il y a quelqu'un qui demande est-ce qu'il est possible d'avoir un XDR sans qu'il y ait au préalable une résistance à la rifampicine? Par définition, les souches XDR sont résistantes à la rifampicine, mais j'imagine que la question, c'est chez quelqu'un qui a jamais été traité et qu'on découvre, j'imagine que c'est ça la question, quelqu'un qui a jamais été traité, qui n'a pas de facteur de risque de tuberculose résistante, est-ce qu'on peut trouver de façon fortuite une souche XDR? La réponse est oui. C'est des souches qui circulent très vite. On a longtemps cru que les souches XDR se transmettaient moins bien que les tuberculoses les souches sensibles, voire entre guillemets juste MDR. Mais le papier que je vous ai montré là du New England, il est très très important parce que on se rend compte que finalement ces souches ne perdent pas en fitness, euh, en tout cas pas de façon à empêcher qu'elles se transmettent assez facilement et assez rapidement. Et vous voyez dans le papier que je vous ai montré, il y avait 24 à 25% des souches qui étaient liées génotypiquement entre elles sur
vraiment 4 continents. Donc, c'est des choses qui circulent beaucoup. Donc, il peut arriver, bien sûr, que vous ne retrouvez pas de facteurs de risque à l'interrogatoire, que le patient n'ait jamais été exposé et que malheureusement, il soit porteur d'une tuberculose XDR. Ok, sinon, donc il y a une question qui demande pour les mycobactéries non tuberculeuses, et ça me donne une très bonne idée pour qu'on organise un webinaire là-dessus. On connaît des gens qui vont faire ça très bien, donc on vous fera un topo spécial. C'est vraiment un autre sujet, hein, je pense. Tu es d'accord, Yousra? Oui, complètement. Et on nous demande aussi un sujet qui est compliqué, mais peut-être ça tu connais, c'est comment on fait pour faire le diagnostic chez les enfants ou les nouveau-nés. Bah justement, je vous renvoie à la publication du Lancet que je vous ai montré dans le diaporama. Il y a différents cas de figure en fonction de si la mère est symptomatique, pas symptomatique, en fonction de comment s'est passée la naissance. Il y a vraiment des algorithmes très clairs qui seront beaucoup plus informatifs que ce que je pourrais vous donner en 2 minutes de réponse. Ensuite, une question dure aussi, quel traitement pour les infections tuberculeuses latentes après contact avec une souche MDR? Alors ça, je suis contente qu'on me pose la question parce que c'est des diapos que j'ai enlevés à la dernière minute de ma présentation. Donc, il y a 2 essais cliniques hein, qui ont été publiés il y a cette année, je crois dans le New England Journal of Medicine, qui regardaient dans différents pays, notamment je crois le Vietnam, l'Afrique du Sud et peut-être que j'oublie un pays, si il y avait un bénéfice des quinolones dans le traitement préventif des patients contacts de cas de tuberculose MDR. Les 2 essais cliniques n'ont pas montré de différence significative entre traitement par quinolone versus non dans les 2 essais. Mais quand on poule les données de ces 2 essais dans une méta-analyse qui a été publiée dans le New England Journal of Medicine Evidence, quelques semaines après la publication de ces 2 essais, il est possible qu'il y ait une différence significative quand on poule les données de ces 2 essais cliniques. Et donc, en tout cas, ce qui est recommandé par l'OMS, sans niveau de preuve très fort, comme vous l'aurez compris, c'est d'utiliser l'équinolone dans le traitement des ITL et dans le traitement préventif des cas contacts de tuberculose résistant à la rifampicine. Alors, dans la série des tests diagnostiques, il y a 3 questions qu'on peut regrouper. Il y a quelqu'un qui te demande si ça peut être intéressant de faire du gène expert dans les urines chez les patients VIH à moins de 100 CD4. La même question, mais au sujet du test LAM. Et ensuite, une troisième question sur l'intérêt du gène expert dans les selles chez les enfants. C'est des super questions et c'est vraiment des trucs que j'ai enlevés de ma présentation. Pour ce qui est des urines, j'ai pas vu de gros papiers très récents avec des gros niveaux de preuves, mais je regarderai et je reviendrai vers vous parce que je veux pas vous dire de bêtises. En revanche, pour les selles, il y a plusieurs papiers qui sont sortis avec une sensibilité surtout chez l'adulte de l'examen des selles avec une sensibilité qui est autour de 87% et 100% de spécificité. Donc, c'est peut-être l'avenir, l'examen BK des selles, pour notamment l'adulte. Chez l'enfant, les sensibilités étaient moins bonnes quand même. Et sur le test LAM, on l'avait un peu discuté dans les recommandations. C'est intéressant dans les urines chez les gens très immunodéprimés avec des tuberculoses très disséminées. C'était plutôt le seuil dans les études. Je crois que c'était moins de 50 CD4 chez les patients VIH. Mais c'est vrai que c'est pas tous les jours qu'on voit ça quand même. Et peut-être la dernière question qu'on prendra dans le chat, mais si vous levez la main, je peux essayer aussi de vous interroger. Une des questions dans le chat, c'est comment traiter une tuberculose multisensible quand on ne peut pas utiliser ni rifampicine ni rifabutine à cause des interactions. En fait, ce qui est recommandé dans certains pays européens, je ne crois pas que ce soit une question sur laquelle on se positionne dans les nouvelles recommandations à paraître. Mais par exemple, les Allemands, ils disent que quand on ne peut pas utiliser de la rifampicine ou de la rifabutine, il faut considérer un traitement comme une tuberculose qui est résistante à la rifampicine. Et donc, dans ce cas précis, ben, par exemple, utiliser un régime de type BIPAL-M. C'est peut-être excessif, mais c'est ce qui est recommandé à l'échelle nationale dans plusieurs pays, notamment pays européens. Il faut considérer que c'est des tuberculoses, c'est un équivalent de tuberculose résistante à la rifampicine. Oui, c'est probablement ce qui va être aussi dans les recos françaises, parce que ça tient la route. Maintenant qu'on a des traitements Péros de 6 mois pour des tuberculoses multirésistantes, il n'y a plus de raison de faire les schémas à 18 mois comme on recommandait autrefois. Après, il y a une question, alors c'est la dernière que je prends parce qu'en plus elle est dure celle-là. C'est pour l'isolement d'air chez les patients avec une tuberculose pulmonaire, quelles sont les recommandations? Bah, il y a des Sachant qu'on recom- ne va
pareil qu'en France. Vas-y, Oui. je te laisse. Ah ouais, je vous renvoie aux recommandations de la SF2H qui sont parues très récemment avec des algorithmes assez détaillés en fonction des différentes situations cliniques. Est-ce que le patient a des BK crachat positifs ou pas? Est-ce que, au direct, j'entends, est-ce qu'il y a une caverne ou pas? C'est des questions, je pense, qui ne sont pas très bien tranchées dans la littérature et je vous renvoie aux recommandations qui sont très bien détaillées et c'est des recommandations qui sont établies dans le contexte français. Après, je ne sais pas dans les autres contextes, en fonction de l'épidémiologie de là où vous vous trouvez, elles sont peut-être pas forcément pertinentes dans votre usage quotidien, quoi. Mais en tout cas, voilà, il y a des recommandations qui sont parues il y a quelques mois maintenant, notamment portées par la SF2H et d'autres sociétés savantes que vous pouvez retrouver en libre accès sur leur site.